Bonjour chers étudiants et chers collègues. Il nous fait plaisir de vous accueillir à cette causerie portant sur la situation géopolitique au Moyen-Orient, organisée par le Carrefour des langues, de l'international, de l'interculturel et des relations avec la collectivité, le CLIC. J'aimerais, d'entrée de jeu, attirer votre attention sur le fait que des étudiants associés à Amnesty International et à un groupe d'Oxfam tiennent actuellement un kiosque au foyer visant à nous sensibiliser à la réalité des réfugiés syriens et au travail d'Oxfam auprès d'eux. Une représentante d'Oxfam Québec est d'ailleurs présente aujourd'hui. Malheureusement, le sujet de notre causerie est d'autant plus d'actualité suite aux terribles événements survenus à Paris dans les derniers jours. Pour ceux et celles qui souhaitent s'exprimer sur la question, un tableau de témoignages a été placé au foyer. Pour y voir plus clair, nous avons la chance d'avoir avec nous aujourd'hui M. Rachad Antonius, qui est professeur de sociologie à l'Université du Québec à Montréal. Antonius a une formation en sociologie et en mathématiques. Il est membre du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l'UQAM. Ses publications les plus récentes portent sur les minorités arabes et musulmanes au Canada et au Québec, sur les processus d'interaction avec la société majoritaire, sur les relations ethniques au Québec, sur le racisme et les discriminations, sur les conflits politiques au Proche-Orient et plus récemment sur les révoltes arabes. Il est également affilié au Consortium interuniversitaire pour les études arabes et du Proche-Orient et au réseau francophone de recherche sur les opérations de paix. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Quant à Monsieur Pierre-Alain Clément, il est doctorant à l'UQAM, chercheur à la chaire Raoul Dandurand depuis septembre 2008. Il a auparavant été chercheur associé au Centre d'études et de recherche de l'École militaire à Paris. Ses travaux portent sur la géopolitique du Moyen-Orient, le terrorisme et le contre-terrorisme et l'armement. Sa thèse porte sur le contre-terrorisme américain depuis le 11 septembre. Secondairement, il travaille sur la culture populaire, les jeux vidéo et la musique. Parmi plusieurs travaux publiés, il a écrit sur le terrorisme, l'antiterrorisme et sur le rap français. Alors, la causerie d'aujourd'hui sera animée par Jean-Félix Chénier, professeur de sciences politiques ici au Collège de Maisonneuve, à qui je vais céder la parole dans un instant. Mais avant toute chose, je demanderai par respect pour nos conférenciers, s'il vous plaît, aux personnes qui sont assises à l'arrière de garder le silence durant la conférence. Merci, bonne causerie. Alors, voilà, je me suis dit que c'était peut-être nécessaire de faire une courte introduction, là, étant donné les événements récents. Il me semble qu'il est assez difficile de s'exprimer adéquatement après cette indicible horreur des attentats de Paris. Et une chose est sûre, c'est que, justement, face à des événements comme ceux-là, on a besoin de recul pour mieux faire ressortir ce que j'appellerais les perspectives multiples qui sous-tendent des événements comme ceux-là. Et une chose qui éclate à notre figure dans le sillage de ces événements, c'est souvent le simplisme dans le discours, tant celui des terroristes que celui d'une certaine droite que je qualifierais de xénophobe ou de populiste, là, et qui est partisane de bien des amalgames. Et j'ai pris le temps de vous trouver une citation d'une chronique récente de François Brousseau, qui est chroniqueur au Devoir et à Radio-Canada. Je trouvais que le mérite de cette citation-là, c'est justement qu'elle fait ressortir le caractère multiforme et complexe de la réalité effrayante du terrorisme. Alors, qu'est-ce que François Brousseau dit? C'est que dans les attentats de Paris, on retrouve pêle-mêle une crise d'identité nationale, l'angoisse du chômage, de l'immigration, les guerres du Moyen-Orient en miniature, la discrimination contre les Maghrébins, la radicalisation islamiste d'une minorité mesurable, l'installation de ghettos sociaux, religieux, géographiques, la montée continue d'une droite xénophobe et ultra-sécuritaire. Et je ne pense pas qu'il est exhaustif, mais vous voyez déjà que dans cette courte citation, on fait ressortir justement le caractère complexe de cette réalité-là et de ces phénomènes-là. Plusieurs tombent dans le piège de voir dans les événements de Paris un choc civilisationnel. Je pense que c'est un piège qui nous est tendu et contre lequel il faut se prémunir. Une activité comme aujourd'hui a justement comme objectif de démontrer que c'est pas si simple,
que la réalité est beaucoup plus complexe et multiforme, et que la guerre contre le terrorisme qu'on annonce n'est pas une guerre civilisationnelle. Les causes de cette explosion de la violence sont nombreuses, puis elles sont essentiellement profanes. Je voulais, peut-être juste avant de laisser la parole aux conférenciers, faire ressortir justement quelques éléments qui révèlent cette complexité-là. Par exemple, il n'y a pas de définition communément acceptée du terrorisme. C'est un mot qui est très polémique, justement, et qui est très instrumentalisé sur le plan politique. Mais s'il y avait une caractéristique à faire ressortir du terrorisme, c'est l'idée de la violence aveugle, l'idée des cibles civiles. Et si vous prenez cette caractéristique-là, bien, vous pouvez très bien voir que le terrorisme, ce n'est pas l'apanage des groupes djihadistes, ce n'est pas réservé à des groupes djihadistes, ça peut même être pratiqué par des États, par des pays. Et donc, je vous laisse le soin d'identifier des pays qui peuvent pratiquer un terrorisme d'État, mais je pense que les exemples, malheureusement, sont très nombreux. Deuxième commentaire, c'est pour démontrer que le réflexe français, le réflexe du président français, ça a été de déclarer la guerre à l'État islamique et de bombarder à nouveau la Syrie, d'accélérer le bombardement de la Syrie. Et je trouvais peut-être important de faire ressortir aussi que l'adversaire, entre guillemets, se situe quelquefois chez nos alliés. Et donc, la réalité, encore une fois, est plus complexe, plus multiforme. À titre d'exemple, par exemple, la Turquie, c'est un membre de l'OTAN, donc de l'Alliance occidentale. Et c'est un État qui pose problème actuellement dans son rapport avec l'État islamique, puisqu'il empêche les soldats kurdes, les Peshmerga, d'aller se battre dans l'État islamique. Et il semblerait qu'il y ait aussi beaucoup de complaisance dans la contrebande illégale du pétrole, qui est des champs pétrolifères contrôlés par l'État islamique. Alors, un allié important de l'Occident est un peu complice, là. Alors, vous voyez qu'au-delà de la guerre, il y a peut-être des pressions diplomatiques qui peuvent s'exercer, qui viendraient aussi résorber le problème. La question de l'Arabie saoudite aussi, qui est un allié important de l'Occident, un allié indéfectible des États-Unis depuis 1945, un État qui bénéficie beaucoup des ventes d'armes du Canada, de la France, hein, donc on est vraiment un partenaire important, le Canada et la France, à l'égard de l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite est peut-être un des États qui contribue le plus à l'expansion de l'islamisme comme idéologie politique, et donc au radicalisme qui sous-tend tout le discours et la vision du monde du groupe armé État islamique. Un dernier point, un autre allié important des États-Unis, du Canada, de l'Occident, entre guillemets, c'est Israël. La politique de colonisation, d'expansion territoriale israélienne, elle se fait au mépris du droit international. Et cette espèce d'injustice flagrante qui dure depuis au moins 1967, c'est une des injustices les plus intolérables pour les populations issues du Proche et du Moyen-Orient. C'est ce qui alimente aussi donc, la colère et le sentiment d'injustice. Le droit international est bafoué de manière ostentatoire, là, pour parler comme les Français. Hein? Et Israël est peut-être l'État le plus voyou dans le domaine du respect du droit international. Alors, vous voyez que la réalité est beaucoup plus complexe qu'elle en a l'air. L'adversaire se situe aussi chez les alliés, entre guillemets. Et c'est ça un peu que je voulais illustrer, c'est la complexité extraordinaire de cette réalité-là et nous amener à nous sortir du simplisme. Parce que ce qui m'inquiète le plus, c'est la rhétorique simpliste qui est souvent le réflexe premier dans les médias, mais aussi dans la classe politique, à la suite d'événements comme ceux-là. Et donc, pour comprendre des événements comme ceux-là, on a besoin de recul et nos invités aujourd'hui, c'est ça qu'ils vous proposent, c'est vous sortir un peu du simplisme, peut-être aussi nous sortir du manichéisme, et pour ça, je les en remercie. Donc voilà, Rachad Antonius, Pierre-Alain Clément. Merci. Alors, d'entrée de jeu, nous allons accueillir M. Antonius. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, écoutez, moi, ce que je voulais faire on a un peu moins de 40 minutes, je pense, parce qu'on a commencé en retard. Donc, je veux surtout... Non, on appelle... Vu le temps. Faire une sorte de petit retour historique et de contextualisation politique, historique, culturelle, pour comprendre ce qui se passe maintenant. Donc, je veux juste rappeler très rapidement, je ne vais pas venir sur l'histoire ancienne, mais rappeler c'est quoi le monde arabe, pourquoi il y a une ère géographique qu'on appelle le monde arabe. Ces pays-là faisaient partie, l'Égypte, ça faisait partie du monde hellénique. L'Afrique du Nord faisait partie du monde romain, avant de faire partie du monde arabe. Mais avec l'arrivée de l'islam et l'extension
des armées musulmanes qui en 150 ans ont établi un empire qui allait de l'Espagne à la Chine, ces armées-là étaient porteuses de deux produits culturels, d'une religion, l'islam, et d'une langue, l'arabe. Et il y a des pays où on a adopté l'islam de façon majoritaire, d'autres où on a adopté l'arabe de façon majoritaire. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on va voir plutôt dans la carte après, ça va être les pays, le monde arabe aujourd'hui est l'ensemble de pays où la langue arabe a été adoptée de façon hégémonique, presque totale, mais avec des zones où on parle d'autres langues. Et l'islam est devenu majoritaire, mais pas... c'est pas tout le monde qui est devenu musulman. Il y a de fortes minorités chrétiennes, animistes pour le Soudan, juives jusqu'à très récemment. Et donc, c'est assez diversifié comme monde. Alors, si on essaie de comprendre le problème actuel, il faut absolument retourner à l'époque ottomane et ensuite à la période coloniale. Parce que tous les blocages qu'on vit maintenant résultent de cette période. L'Empire ottoman a contrôlé toutes ces périodes-là pendant à peu près 400 ans. Et pendant 400 ans, ça a été tous les intellectuels, les artisans étaient comme ramenés vers Istanbul, vers le centre de la Turquie, et ces zones ont été comme dans une, si on veut faire la comparaison avec le Québec, avec une période de grande noirceur, mais qui a duré 400 ans. Le réveil a été brutal avec le choc avec l'Europe coloniale. Et là, on se retrouve donc aujourd'hui avec cette situation-là. Les pays que vous voyez en vert foncé, c'est ceux qui constituent le monde arabe. Ceux que vous voyez en vert pâle, ce sont des pays qui ne sont pas arabes. On ne parle pas l'arabe, on parle d'autres langues, mais où l'islam est majoritaire. Puis le très pâle, l'islam est très présent, mais il n'est pas majoritaire. Alors, un des problèmes qu'on va voir quand arrive l'ère des indépendances, je passe très rapidement sur ça, on se retrouve avec des enjeux locaux, de politique internationale. Le colonialisme n'est pas une chose du passé. Moi, j'insiste pour dire qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'ère post-coloniale, mais bien dans l'ère coloniale. Et je peux expliquer pourquoi. Et donc, il y a aussi des enjeux internationaux. Alors, une des choses qu'il faut garder de tout ce background, c'est que d'abord, l'identité islamique et arabe a été intimement mêlée depuis le début de l'islam et dans la constitution même du monde arabe, et que les peuples, les sociétés arabes n'ont jamais encore tout à fait clarifié si elles sont avant tout arabes, nationales, égyptiennes, libanaises ou arabes ou musulmanes. Et ce débat, il a lieu maintenant, et une des formes, une des causes de la violence qu'on voit maintenant, c'est que ce débat n'a pas été tranché. Le deuxième aspect que je veux retenir de ça, c'est que la modernité occidentale, l'idée que on a des droits, on est des individus, qu'il y a un état de droit qui fonctionne avec des règles, tout ça, ça a été apporté par le colonisateur. Et donc, on a reçu un package deal d'éléments de culture politique qui sont libérateurs, mais l'agent qui nous a apporté ce package deal, c'est un colonisateur qui contrôlait, exploitait, tuait, détruisait, ainsi de suite. Donc, l'attitude ambivalente de comment on gère nos rapports avec l'Occident, si l'Occident est porteur de la philosophie des Lumières, mais aussi porteur de colonialisme, et ça s'articule avec: est-ce qu'on est avant tout des musulmans ou avant tout des arabes, ou avant tout des égyptiens, ou avant tout des algériens? Et donc, la non-résolution de ces deux grandes questions entraîne des violences. Et je vais montrer pourquoi on n'a pas été capable de les résoudre. Alors, premièrement, dire qu'au lendemain des indépendances, donc les indépendances, c'est après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, la plupart des pays se libèrent formellement de la domination coloniale. Et là, ils se trouvent avec des populations qui croissent très vite, avec des besoins. Il y avait plein d'enjeux locaux. C'est quoi les enjeux locaux? D'abord la démocratie, parce que ces pays-là étaient gérés par des pouvoirs qui étaient antidémocratiques, mais qui étaient au service des colonisateurs.
Donc, il y a le problème du développement. Ces pays sont sous-développés, on a besoin d'être développés. Il y a le problème de l'égalité entre tous les citoyens parce qu'il n'y a pas de philosophie politique qui a inscrit profondément dans la conscience des gens, puis dans les lois, dans les institutions, cette idée d'égalité. Il y a la question de la place des femmes, il y a la question de l'état de droit. Et tout ça, ça s'articule avec des enjeux régionaux et internationaux, des questions géostratégiques, parce que cette région du Proche-Orient, outre qu'elle a du pétrole en masse, c'est une zone de passage hautement stratégique entre l'Europe, l'Asie du Sud, l'Asie de l'Est, l'Afrique, et donc elle joue un rôle stratégique majeur qui fait que les grandes puissances s'investissent dans cette région. Une des questions qu'on peut poser, c'est par exemple, comment se fait-il que les révoltes arabes aient commencé en Tunisie, alors qu'en Égypte, la situation était pire à certains égards? Mais ma réponse, mais il y a plusieurs autres, c'est qu'en Tunisie, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de frontière avec Israël et il n'y a pas de politique africaine pour la Tunisie. Les autres pays où il y a eu des interventions étrangères et la destruction des sociétés et des États ont été tous des zones où les forces coloniales s'étaient investies parce qu'ils avaient des intérêts profonds. Alors il y a la question du pétrole et du gaz, il y a le conflit Israël-Palestine qui n'a pas commencé récemment, il a commencé en 1917 avec une décision de la Grande-Bretagne de créer un État pour les Juifs européens avant tout, après c'est devenu un État pour tous les Juifs, dans une zone qui était habitée par des habitants, et donc de mettre en place une machine d'injustice historique majeure qui n'est pas encore résolue. Après, il y a eu la présence américaine en Irak, la Syrie, le rôle de l'Iran et de la Turquie. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, mais juste le dernier point, clivage sunnite-chiite. Vous savez que les chiites forment 12% de la population des musulmans à l'échelle du monde et qu'il y a eu des divergences religieuses. Mais depuis une dizaine d'années, ces divergences sont instrumentalisées pour nourrir des conflits politiques. La place de l'Iran dans le Proche-Orient, la place de l'Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste la grande mise en place. Là, je veux voir pourquoi on s'est trouvé dans une impasse. Okay? Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu deux grandes orientations pour les États. Il y a eu des États qui étaient soit nationaux et révolutionnaires. Je pense à l'État nassérien, l'Égypte de Nasser, la Syrie, l'Algérie, l'Irak, ainsi de suite, ou bien des États traditionnels plutôt conservateurs. Et avec ça, il y a eu une très grande diversité. Il y avait des États qui avaient une force de travail capable de participer au développement économique. Certains avaient des ressources comme du pétrole ou du gaz ou de l'agriculture, et d'autres n'avaient quasiment rien. Donc, évidemment, vous réalisez que pour aller dans le détail de tout ça, ça prendrait beaucoup de temps. Je voulais juste comme rappeler ces difficultés pour arriver au cœur de la question qui nous préoccupe aujourd'hui. Pourquoi on est dans l'impasse? Puis quel est le rôle de l'islam dans la violence? Et versus le rôle des puissances occidentales? Est-on capable de penser comment on va articuler ces deux éléments-là, sans tomber dans le simplisme des gens qui disent « Ah non, non, tout est créé par les Occidentaux, Daesh c'est une création occidentale », ce qui est faux, ou dire « Ah mais non, non, c'est l'islam qui est le problème », ce qui est aussi faux. Et la réponse, c'est comment on va voir, comment la culture politique et la religion ont été instrumentalisées par les forces occidentales. C'est ça qu'on essaie de voir. Mais quand même, il y a, c'est pas évident. Okay? Donc, ce que je veux dire, c'est que les causes d'instabilité, je vois deux causes majeures. La première cause, c'est la condition coloniale. Comme je l'ai dit, les puissances coloniales ont contrôlé et détruit en partie ces pays pendant près de 150 ans, et que cette influence n'est pas finie, et que ce qui se passe maintenant est surtout le résultat de calculs, de stratégies, d'enjeux, de priorités des puissances coloniales. Maintenant, est-ce que ça veut dire que les sociétés locales n'ont rien à voir là-dedans? Oui, elles ont à voir, et je vais vous proposer une articulation de ces deux.
Mais je veux mentionner cette notion d'État inachevé du juriste tunisien Halil Mezrani, qui dit, bon, les États ne fonctionnent pas comme des États. D'une part, parce qu'il y a une culture politique qui n'a pas intégré la notion de droit et de personne et qui est là. Et il y a le poids de l'histoire, c'est-à-dire que quand on essaie de se replier sur soi pour se protéger contre l'influence occidentale, qu'est-ce qu'on voit comme histoire de la philosophie politique de l'État? On se retrouve avec les conceptions islamistes de l'État qui, elles, ne conçoivent pas les citoyens comme des citoyens, mais plus conçoivent l'État comme une partie de la grande Ummah islamique et donc qui nécessairement entraîne des exclusions et des inégalités. Alors, donc, comment décrire les systèmes politiques arabes dans lesquels qu'on voit maintenant et qui sont une partie du problème? La raison pour laquelle on a Daesh à Paris, c'est entre autres parce que les systèmes politiques arabes ne fonctionnent pas. Pourquoi ils ne fonctionnent pas? Alors, premièrement, il n'y a pas eu d'institutionnalisation réelle du pouvoir. Ça veut dire quoi, institutionnalisation? Là, je vais remettre mon chapeau de sociologue. Une institution diffère d'une organisation. Il peut y avoir une organisation d'État, mais pour que ce soit une institution d'État, il faut que les normes avec lesquelles elle fonctionne soient intégrées dans la culture politique des dirigeants et des gens qui le mettent en œuvre, et il faut qu'il y ait des règles et des lois qui fonctionnent. Or, jusqu'à présent, même dans les États les plus républicains et laïques, il n'y a pas d'institutionnalisation. Comment vous expliquez que dans 3 des républiques révolutionnaires, Syrie, Irak et Égypte, et en partie en Libye, en partie en Palestine, en partie en Libye, c'est les enfants du président qui deviennent présidents? Je veux dire, on n'est pas dans des régimes monarchiques. D'accord? C'est la même logique tribale qui joue sous une apparence d'État moderne institutionnalisé. Donc ça, c'est un problème. Ensuite, mais pourquoi on n'arrive pas à dépasser ça? Et là, je vais proposer un début d'articulation des facteurs locaux et internationaux. Vous savez, dans les pays dans lesquels on est maintenant en Occident, c'est le résultat d'une violence extrême de 3 grandes révolutions. Il y a eu la Révolution française, il y a eu la Révolution britannique, il y a eu la guerre civile américaine. Ça a été très violent. Ces événements-là ont permis à un groupe de devenir hégémonique. Ça veut dire non seulement de prendre le contrôle politique, mais d'être considéré légitime. Et la majorité de la population estime que la façon de fonctionner de ce groupe qui domine est légitime et qu'elle est bonne, et on l'accepte, on l'a intériorisé. Même ici au Canada, je veux dire, on est encore dans un système où l'État québécois prend l'argent des gens ordinaires et le donne aux riches. Je veux dire, c'est clair, démontré, comptabilisé et tout. Et puis, on l'accepte. Il y a une hégémonie de cette idéologie de marché. Bon. Alors, dans le monde arabe, il n'y a pas eu d'hégémonie d'un groupe. Alors, qu'est-ce qui arrive quand il n'y a pas d'hégémonie d'un groupe? Le groupe essaye d'imposer son système et d'autres, ne reconnaissant pas cette légitimité, luttent. Et puis, il y a un groupe qui finit par gagner. Mais qu'est-ce qui se passe avec la condition coloniale? Quand un groupe perd, il se trouve toujours qu'une puissance coloniale dit, ben non, nous, ce groupe-là, notre intérêt, il est avec lui. Donc le groupe qui a perdu, on lui apporte finance, armement, aide logistique, contact politique, appui. Et au lieu que la lutte finisse, ben, elle reprend. Et puis si un autre groupe commence à prendre le pouvoir, ben, il va y avoir toujours les groupes qui commencent à perdre ou qui s'affaiblissent, qui reçoivent des puissances, des appuis de l'extérieur. Les appuis de l'extérieur, en termes de capacité de changer le rapport de pouvoir, sont énormes, parce que ce sont des sociétés peu développées, avec peu de moyens. Juste un petit exemple, quand il y a eu les élections en Égypte suite aux révoltes, des petits groupes salafistes, je suppose que tout le monde sait c'est quoi, mais je les définirai au besoin, donc c'est des islamistes qui prônent le retour au texte de façon très rigide, dont certains conduisent à la violence et d'autres pas, sont des salafistes piétistes, ont reçu du Qatar et de l'Arabie Saoudite des millions de dollars. Juste le Qatar a donné à un des petits groupes 140 millions de dollars. Avec ça, vous achetez des votes, vous vous organisez, et
ce petit groupe qui n'était pas présent dans la société égyptienne acquiert tout à coup un pouvoir politique énorme et est très fortement représenté au Parlement. Alors, ce manque d'hégémonie fait que les luttes violentes ne se terminent pas. Parce que chaque fois qu'il y a quelqu'un qui prend le dessus, il y a des puissances extérieures qui appuient les perdants et les remettent dans la course et la lutte reprend. Et ces groupes-là, qui sont clairement instrumentalisés, n'ont pas l'impression d'être instrumentalisés. Parce que c'est pas qu'ils font ce qu'on leur demande de faire, c'est qu'eux, ils font ce qu'ils veulent faire et tout à coup, ils disent « Ah, mais voilà, il y a quelqu'un qui nous appuie. Quelqu'un qui appuie la vraie chose. » Sauf que ces appuis sont donnés et retirés en fonction des intérêts occidentaux. Les chérites l'ont vu quand, lors de la première guerre du Golfe, enfin pas celle avec l'Iran, mais avec le Koweït, quand on leur a dit « Si vous levez-vous contre Saddam Hussein, on va vous appuyer ». Ensuite, les Américains ont décidé de se retirer et ils ont été comme... Enfin, les forces politiques ont été massacrées. Et donc, le résultat de ça, c'est que les processus de résolution des conflits internes n'aboutissent pas. J'insiste sur cet élément-là, j'ai passé plusieurs minutes là-dessus, parce que je pense qu'il est absolument fondamental pour comprendre pourquoi on en est là. Parce que les mécanismes de résolution de conflits n'aboutissent pas, et ils n'aboutissent pas parce que chaque fois que quelqu'un est sur le point d'installer un système hégémonique sur lequel on va fonctionner, il va se trouver quelqu'un qui va financer les perdants et relancer la bataille. Et je vais donner beaucoup d'exemples là-dessus dans les minutes qui restent. Et donc, on se trouve dans un cercle vicieux. Il y a un État inachevé, il n'y a pas de mode de résolution des conflits, donc les conflits violents continuent. Ça s'ajoute à la condition coloniale, les perdants ne sont jamais éliminés. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les gens qui sont au pouvoir se sentent constamment obligés de contrôler la situation par des méthodes répressives. S'ils ne le font pas, ils sont renversés. S'ils le font, pour survivre, ils doivent être répressifs et violents et brutaux. Et s'ils ne le sont pas, ils sont renversés, puis d'autres brutaux viennent à la place. Donc, ce n'est pas vrai que la culture arabe amène à ça. La culture arabe a produit aussi des courants démocratiques, ouverts, et ainsi de suite. Mais, justement parce qu'ils sont démocratiques et parce qu'il y a des intérêts occidentaux, très facile d'instrumentaliser des gens et de renverser les gens au pouvoir. Je vous rappellerai que en Iran, en 1953, c'était un des premiers renversements de ce type. Quand Mossadegh est arrivé au pouvoir et qu'il a voulu nationaliser le pétrole, les Américains l'ont fait renverser de façon violente, ont installé le Shah et ont immédiatement redonné le contrôle du pétrole aux compagnies britanniques et américaines. Et donc, on pourrait dire qu'il y avait des possibilités de développement démocratique qui ont été détruites par l'intervention américaine. En Égypte, Nasser était un peu répressif, il était un peu autoritaire, dans des limites, rien à voir avec ce qui s'est passé en Syrie ou en Irak, absolument rien à voir. D'accord? Mais quand est-ce qu'a commencé la répression de Nasser? Quand il y a eu 2 tentatives d'assassinat de la part des frères musulmans envers Nasser. C'est à ce moment que la répression a commencé. Bon. Et on peut continuer comme ça. Même après que Nasser ait acquis une certaine légitimité dans les années 54, il y a eu des tentatives de déstabilisation, et ça, ce n'est plus de l'ordre de la théorie du complot. Si vous allez googler l'affaire Lavon en Égypte, vous allez voir c'est quoi l'affaire Lavon. C'est un ministre israélien qui a mobilisé des Égyptiens juifs égyptiens, qui étaient de nationalité égyptienne, pour aller mettre des bombes, non pas contre Nasser, mais dans les intérêts américains, dans les institutions, les lieux américains en Égypte, et de faire des faux communiqués qui disaient que c'est les nationalistes égyptiens qui ont fait ça. Et si on ne les avait pas attrapés, ce ne serait jamais su, sauf qu'on les a attrapés, et que le ministre Lavon en Israël a admis que c'était lui qui avait organisé ça, et qu'il a dû démissionner. Mais ça a eu un impact terrible. À ce moment, tous les juifs égyptiens sont devenus suspects. Et donc, à cause de cette manque d'institutionnalisation, les régimes fonctionnent par opération clandestine et les pouvoirs étrangers aussi. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais tout ça pour dire que tout ça a amené l'échec des mouvements nationalistes progressistes et la montée des courants islamistes est devenue presque inévitable, comme
alternative, parce que les courants laïques et nationalistes, l'Occident s'est acharné pour les faire échouer et pour les détruire. Et je vais vous donner plusieurs éléments de ça. Combien de temps j'ai encore? 5? Oui, 10 parce que ça correspond. Ok, donc, alors, ceci dit, je veux revenir donc sur ces deux grands facteurs d'instabilité, le rôle des puissances occidentales et le rôle de l'islamisme comme culture politique. Pourquoi je vais insister sur ces deux? Parce que moi, je me pose contre les discours simplistes qui disent c'est l'Occident qui est le problème, qui est la cause de tout, et les autres discours simplistes et racistes envers les musulmans qui disent c'est l'islam qui est le problème. Il faut voir comment les deux facteurs s'articulent. Alors, y a-t-il une généalogie pour l'islamisme contemporain? Oui, elle a commencé avec Jamal ad-Din al-Afghani au XIXe siècle, qui était un réformiste. Lui voulait moderniser l'islam parce qu'il était en confrontation idéologique avec les penseurs européens. Il voyait l'avantage d'une certaine modernité, mais vous le disiez, il ne fallait pas qu'on perde notre âme pour autant. Un de ses disciples, Mohamed Abdo, était un peu plus conservateur, mais se situait toujours dans la ligne de moderniser l'islam. Le troisième qui les a suivis s'appelait Rachid Rida. Lui était un peu plus conservateur, il a commencé à s'allier avec les Saoudites, et lui, il n'était plus dans la réforme dans la modernisation de l'islam, il était dans l'islamisation de la modernité. C'est-à-dire donner un caractère islamique à tout, prendre ce qu'on veut de la modernité, mais lui imposer un caractère islamique qui finalement allait la vider de son contenu. Alors, bon, les couleurs, ça ne voit pas très bien ici, mais on voit très bien la séquence qui amène de Jamal ad-Din al-Afghani vers Mohamed Abdo, un peu moins réformiste, vers Mohamed Rachid Rida, encore moins réformiste conservateur, vers Hassan al-Banna, qui lui est le fondateur des Frères musulmans, et Hassan al-Banna a théorisé dans ses textes le recours à la violence contre l'Occident. Et il a dit, nous devons être les maîtres du monde. C'est dans ces textes. Ensuite, ça a été repris par Sayyid Qutb, qui lui est allé plus loin dans la théorisation de la violence pour arriver là. Et c'est de ces mouvements-là que sont sortis tous les groupes tous les groupuscules actuels radicaux qui, eux, revendiquent l'usage de la violence contre un peu tout le monde. Bon, alors voilà les qui sont avec leur date. Attendez. Alors, parallèlement à cette lignée réformiste qui a commencé avec l'Afghani et qui a fini avec Sayyid Qutb et avec Daesh et avec l'État islamique. Vous savez, Daesh, c'est pas juste un petit groupuscule là. Moi, je suis en train d'étudier la théorisation de leur action. Il y a des centaines de juristes, d'intellectuels qui écrivent, qui justifient, qui vont relire le Coran, qui vont relire les hadiths, qui expliquent comment Daesh doit s'organiser, pourquoi et comment lutter. Il y a une théorisation majeure derrière ça. Donc, ça c'est toujours dans la lignée réformiste, mais cette lignée s'est fondue avec une autre lignée plus fondamentaliste, celle de Abdel Wahhab, qui est le penseur qui a permis à un clan en Arabie Saoudite de prendre le dessus, de former l'Arabie Saoudite. Le mot saoudite, l'Arabie c'est l'Arabie, il y a beaucoup de clans en Arabie, mais le clan des Saouds c'est un des clans, et ce clan-là est arrivé à prendre le contrôle militaire, mais avec l'aide hégémonique, justement. Il est devenu hégémonique dans la péninsule arabe avec l'aide d'Abdel Wahhab. Et avec la montée des prix du pétrole en 1973, l'Arabie Saoudite s'est mise à investir mais des sommes faramineuses pour appuyer les groupes djihadistes, salafistes ou simplement conservateurs qui retournent à une pratique très conservatrice de l'islam, qui n'était pas là il y a 40 ans, pour devenir la nouvelle norme de c'est quoi être un bon musulman. Moi, je suis allé à l'université égyptienne dans les années 60 où il y avait des pauvres, des gens conservateurs, des gens très conservateurs, des gens de milieu très modeste dans la ville, dans la campagne. Aucune fille ne portait le hijab. Aucune.
Mais avec la propagande de l'Arabie saoudite, c'est devenu la norme maintenant, c'est devenu la norme de respectabilité. Et ça a changé de sens maintenant. Maintenant, ce n'est plus... Dans les années 70, en Égypte, quand une fille portait le hijab, on savait qu'elle était affiliée à un des groupes djihadistes violents, clair et net. À partir des années 80, ça a changé. Le hijab est devenu pris comme un élément de mode, de respectabilité, et aujourd'hui, il est devenu banal. Donc, on peut porter le hijab et être tout à fait moderne ou même révolutionnaire et être féministe et tout. Toutes les combinaisons sont possibles. Il a changé de sens, mais son origine, elle vient de là. Alors, bon, je veux parler du salafisme aussi. Le salafisme, c'est un retour rigide au texte du Coran. Et il y a deux courants dans ce salafisme. Un courant qui est piétiste, qui retourne au texte du Coran comme source de spiritualité. Et un autre qui retourne au Coran comme source de justification pour faire la lutte, pour faire le djihad, pas au sens personnel, mais au djihad au sens de la lutte. Mais même dans le courant piétiste, c'est un retour très rigide au rituel de l'islam qui s'oppose en opposition au soufisme qui lui est très spirituel. Donc, la tendance dominante aujourd'hui chez les mouvements politiques islamistes, c'est d'insister sur le rituel au détriment du spirituel. Et c'est pour ça que les djihadistes en Syrie, en Libye, en Égypte, dès qu'ils ont le contrôle d'un territoire, en Afrique, dès qu'ils ont un certain contrôle sur un territoire, la première chose qu'ils vont, c'est détruire les mausolées et les bibliothèques des soufis, et ils tuent les leaders soufis dès qu'ils peuvent. Alors, bon, je passerai rapidement sur la typologie de ces courants. Je vais juste dire, pour ne pas que vous me compreniez mal, qu'à côté de ça, il y a un courant réformiste qui est encore très vivant, et qui, pas encore, qui est en train de devenir de plus en plus vivant et de plus en plus fort à mesure que les gens voient à quoi ça mène le djihadisme salafiste, ça mène à Daesh. Quand les musulmans voient ce que Daesh fait au nom de la religion, la première réaction, enfin une des réactions importantes, c'est de devenir très critique du salafisme, du wahhabisme, de l'islam politique, et de dire, attendez, c'est pas nous ça. Nous, on est des sociétés tolérantes, ce qui est très vrai historiquement, et cette nouvelle interprétation qui a été poussée par la wahhabite, elle ne nous ressemble pas dans la violence. Après, dans le conformisme vestimentaire et tout, la critique se fait de façon beaucoup plus timide. Mais dans la violence, c'est sûr qu'elle se fait, cette critique-là. Et ces nouveaux courants, ils sont vraiment en train de s'exprimer sans avoir peur. Pour ceux d'entre vous qui parlent arabe, tapez sur Google Hamid Abd al-Samad. Allez voir ce qu'il dit. Tapez sur Google Islam al-Buhayri. Allez voir leurs analyses. Vous allez voir qu'il y a des penseurs qui se réfèrent à l'islam, mais qui sont très, très, très critiques des orientations de l'Arabie saoudite et des frères musulmans et des courants conservateurs. Et ils disent, au fond, nous, on a une lecture de l'islam qui est très ouverte. Et bien sûr, il y a à côté de ça des alternatives laïques, des gens qui disent, la religion, c'est pour la spiritualité, croissez de façon personnelle, développez-vous au niveau spirituel, mais ne mettez pas la religion au cœur de l'identité politique. Parce que toutes les sociétés musulmanes actuelles sont plurielles. Elles ont toutes des minorités non musulmanes. Si vous mettez l'islam au cœur de l'identité politique, c'est que vous discriminez automatiquement, quelle que soit votre interprétation libérale, ouverte, démocratique. Dès que l'islam devient le cœur de l'identité politique d'un pays, les non-musulmans de ce pays sont mis de côté et les tendances libérales dans l'islam sont mises de côté aussi. Ok. Alors, maintenant, j'ai longuement discuté, je vais prendre juste 3 minutes, ok? Après, parce que c'est important, on avait convenu de 40 minutes au début, donc j'avais calculé 40 minutes. Donc là, j'en suis à 30, je vais prendre juste quelques minutes encore pour vous dire que j'ai développé un élément de la crise, qui est l'élément de la culture politique qui est ancrée dans un islam, pas dans un islam traditionnel, ouvert, laïque et tolérant, mais dans un islam extrêmement rigide, financé par l'Arabie saoudite
appuyé, qui a tellement pénétré les sociétés musulmanes qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que pour être une bonne musulmane, un bon musulman, il faut faire ce que les wahhabites nous disent. Et sans ça, on n'est pas un bon musulman, on risque d'aller en enfer. Et ça, c'est très nouveau. Parce que historiquement, ces sociétés étaient très ouvertes et très tolérantes et très relaxes par rapport à plein de choses. Bon, alors, donc, comment tenir compte maintenant des forces coloniales? J'ai bien expliqué les contradictions et les blocages à l'intérieur des forces, des sociétés arabes. Alors ça devient très facile, compte tenu de ces blocages, pour une puissance coloniale qui a beaucoup d'argent, qui veut que ses intérêts soient développés, de trouver parmi les diverses forces d'un pays, celle qui va avoir des politiques qui font son affaire. Et de la financer, de l'appuyer politiquement, de la mettre en visible au niveau international, de la faire participer aux colloques internationaux. On l'a vu avec la Syrie. Ce qu'on appelait l'opposition modérée syrienne n'existait pas sur le terrain. C'était quelques politiciens à l'étranger qui se sont enrichis de façon incroyable en 2 ans et qui n'ont rien changé sur la place, mais ils étaient là, c'était eux les porte-parole officiels. Qui les a désignés? Essentiellement les États-Unis et les pays de l'OTAN. Et cette aide qui est donnée à ces groupes, c'est toujours une manipulation. Mais sauf que c'est important de comprendre que ces groupes n'ont pas l'impression d'être manipulés. Parce qu'ils disent, nous, on croit à ça. Enfin, les États-Unis ont compris. Ils nous appuient maintenant, ils ont enfin compris. Bon. Alors, là-dessus, je veux vous dire qu'on n'est plus dans la théorie du complot quand on dit que les Américains ont appuyé les islamistes et Daesh et tout. Il y a 2-3 ans, je disais ça dans les interviews à propos des révoltes arabes. On me dit, tu exagères, tu es dans la théorie du complot. Tout est documenté. Tout existe et est documenté. Il y a 3 livres que je veux vous suggérer. Un qui s'appelle Devil's Game de Robert Dreyfus, qui montre comment les Américains ont, depuis une centaine d'années, travaillé à renforcer les courants les plus radicaux dans le monde arabe. En français, lisez Une mosquée à Munich de Ian Johnson. C'est une enquête de 7 ans. Ian Johnson a gagné un prix Pulitzer. Il a pris tout est documenté. Il a pris le temps d'aller voir dans les librairies du Congrès chaque document. Chaque fois que quelqu'un lui disait oui, les Américains ont rencontré le beau-fils de Hassan al-Banna, Saïd Ramadan, le père de Tariq Ramadan, et l'a financé pour qu'il aille semer la zizanie au colloque de Bandung pour que ces gens, pas lui-même. Et tout est documenté. Il y a les papiers de la librairie du Congrès qui démontrent l'argent qui a été donné, les rapports entre les islamistes et les Américains depuis 50 ans. Et il y a enfin Good Muslim, Bad Muslim de Mahmoud Mamdani, qui est un anthropologue très prestigieux à l'université Columbia, qui est tanzanien d'origine, et qui a documenté lui aussi comment les Américains ont travaillé de près avec les islamistes de Bin Laden pour faire tomber l'ex-Union soviétique, et ensuite, ça s'est retourné contre eux. Mais là encore, tout est documenté. Donc, je vais juste vous montrer, juste pour que ça reste comme une image. Ça, c'est les talibans, les islamistes les plus durs, reçus à la Maison-Blanche par Ronald Reagan. Et je me souviens, moi, des images où, à la fin de cette rencontre, ils sont allés donner un point de presse en disant « Voici, ça, c'est les combattants de la liberté. Okay? Ça, c'est des islamistes purs et durs qui tranchent la tête des filles qui veulent aller à l'école. » Et ce n'est pas une image que je dis là. Il y a des histoires documentées de certains de ces chefs talibans qui ont tranché la tête de leur propre fille en disant « Je préfère qu'elle meure plutôt qu'elle aille à votre école qui va la dévoyer. » Okay? Et c'est documenté historiquement. Et donc, dans mon PowerPoint, il y a plein de détails de ce point, s'il y en a qui veulent le regarder. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus. Je pense que je veux donc peut-être arrêter maintenant. Je voulais juste brosser ce tableau, dire juste 2 mots sur la situation actuelle en Syrie. Les djihadistes actuels en Syrie, l'État islamique en particulier, possèdent plus de tanks que l'armée française.
mais il n'a pas accès à la mer. Ça veut dire que ces tanks viennent essentiellement de tanks qu'il a pris de l'ancienne armée de Saddam Hussein, mais d'aide du côté de la Turquie. On a vu des colonnes de nouveaux véhicules, de Jeep, de Humvees, qui sont rentrés. Ils en ont 66 000 neuves. Et là, c'est sorti dans les journaux il y a quelques mois. Qui a payé pour ça? Une partie les Américains, une partie l'Arabie Saoudite, une partie le Qatar, et tout est transité par la Turquie. Alors, des fois les Américains ont appuyé directement, des fois indirectement. En ce moment, il y a des hôpitaux que les Israéliens ont fait sur la frontière syrienne, dont la fonction principale est de recevoir les djihadistes qui sont blessés, les soigner, pour qu'ils puissent aller se rebattre contre le régime tout à fait brutal d'ailleurs de Bachar al-Assad. Donc, je voulais dire que cet appui occidental aux forces les plus radicales et les plus violentes est documenté en détail. Je le disais il y a 2 ans, les gens disaient « oui, tu exagères un peu », là, tout est sorti. Le New York Times le dit, McCain le dit, Hollande a dit « oui, nous avons financé, nous avons envoyé des armes à Daesh ». Les preuves s'accumulent et on ne peut plus nier cette affaire-là. Ça ne veut pas dire que les États-Unis ont créé Daesh, ça veut dire qu'ils ont renforcé un groupe qui avait des racines historiques. Et c'est de là que vient le problème. Alors voilà, je voulais juste mettre la table pour la discussion en rappelant ces 2 grands éléments. Merci. Donc, bonjour à tous. Je vais essayer de faire une présentation courte pour que la salle puisse participer. Je pense que c'est vraiment important, en particulier à ce moment-ci. Il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites et je retiendrai 2 choses de l'introduction. Tout d'abord, l'importance de la dimension politique en fait, de tous ces problèmes-là. C'est aussi ce qu'a dit Rachad, et je retiendrai aussi de sa présentation la dimension, l'argument selon lequel une grande partie des problèmes vient du fait qu'on ne laisse pas les problèmes se résoudre. Et effectivement, donc les contentieux s'accumulent et se multiplient. Ça fait un effet boule de neige. Et vous allez voir que dans ce que je vais dire, on voit ce problème-là, ces deux éléments-là, être tout à fait présents et être au cœur du sujet. Pour commencer, en fait, je voudrais revenir, compléter en fait la présentation qui a été faite sur les sources des violences politiques dans la région, en essayant de faire une sorte de schéma en fait des forces structurelles qui causent de la violence, puisque évidemment quand on parle du Moyen-Orient, on a toujours l'impression que, quand on ne connaît pas, on a l'impression que encore de la violence, on n'y comprend rien, c'est tel groupe, on ne le connaissait pas la veille, et puis ils sont encore plus radicaux que ceux de l'avant-veille, on ne sait pas d'où ça sort, on ne sait pas ce qu'ils veulent. À part que c'est des barbares, c'est compliqué. Donc mais le problème, c'est qu'effectivement, il y a des causes, il y a des qui sont là encore documentées et qui sont assez bien expliquées par la science politique. La première, en fait, on peut décrire ces forces structurelles génératrices de violence dans la région sous forme de 3 cercles concentriques. Le premier cercle, ce serait à l'échelon national. Donc on a effectivement des régimes autoritaires, qu'ils soient monarchiques, pseudo-républicains ou encore plus pseudo-démocratiques, qui sont en réalité ce qu'on pourrait appeler donc des régimes forts mais des États faibles. Comme l'a dit Rachad, États faibles, ça veut dire que les institutions sont défaillantes. À part évidemment la police ou l'armée, selon le pays. Par exemple en Tunisie, c'était la police qui était véritablement le verrou du régime, tandis qu'en Égypte, c'était l'armée. Mais d'une manière générale, donc, le reste des institutions, tout ce qui est état de droit, recherche scientifique, développement en fait de la société,
toutes ces institutions sont défaillantes. Je ne mettrai pas le libéralisme économique là-dedans, puisque les régimes autoritaires s'accommodent très bien du libéralisme économique et s'en servent même comme légitimation de leur autoritarisme. Hein. Maintenant, vous voyez, on libère, on laisse l'initiative économique se développer. Donc vous voyez qu'on est bien, on est gentil, on est dans l'OMC, et puis ça permet de dire aux Occidentaux qu'on est des bons élèves. Et ça permet de dire à un ancien président français que le premier des droits de l'homme, c'est celui de manger. Et on a vu ce que ça a donné quelques années après. Donc il parlait de la Tunisie. C'était Jacques Chirac. On a évidemment, puisqu'en fait le problème de ce libéralisme libéralisme relatif en matière économique, c'est que dans une grande partie du Moyen-Orient, en fait, il y a une collusion en fait entre positions d'accumulation de richesses et de pouvoir politique. Ce qui est d'ailleurs pas très différent de ce qu'on voit dans ce qu'on appelle nos démocraties. Hein. C'est une tendance qui est en train de s'accroître. Mais donc ces positions, cette collusion fait que on a donc des régimes qui sont au service d'un clan, voire d'une région. Hein. C'est notamment le cas de la Syrie, où on a donc toute la région d'Alep, ou en Égypte, hein, c'est le nord qui est vraiment favorisé d'un point de vue économique, mais on pourrait citer bien d'autres pays. Donc on a des régimes qui sont au service d'un clan, voire d'une région, voire d'une communauté. Là encore, on pourrait citer le cas syrien, donc qui est au service, où c'est en fait la minorité alaouite qui monopolise le pouvoir avec l'appui des autres minorités qui se sentent menacées par la majorité sunnite, mais aussi avec l'appui d'une bonne partie de la bourgeoisie sunnite qui a un intérêt économique à la perpétuation du régime. Donc voilà le premier échelon le premier cercle concentrique de violence. Et comme l'a très bien dit Rachad, tout ça, ça pose énormément de problèmes de frustration, de paupérisation, qui sont génératrices de violence, in fine. Je vous rappelle qu'en Tunisie, le déclenchement de la révolution, ça a été quand Mohamed Bouazizi s'est immolé. Il vendait des fruits sur le marché parce que c'était un diplômé au chômage. Enfin, vous voyez que en Égypte, c'est la même chose. C'est des populations extrêmement jeunes. Hein. Je pense que c'est peut-être un tiers ou la moitié de la population à moins de 25 ans, de plus en plus va à l'école, mais ne trouve pas de débouchés, ne trouve pas d'emploi. Enfin, sont des sociétés dont les institutions ne délivrent pas à la population ce qu'elle est en droit d'attendre, et donc ça génère énormément de dysfonctions qui, in fine, produisent de la violence. Le deuxième échelon, c'est évidemment, mais là on pourrait passer plus d'une conférence là-dessus, c'est le conflit israélo-palestinien. Évidemment, donc la politique coloniale d'Israël qui, donc depuis sa création, est devenue un petit peu le symbole en fait au-delà des Palestiniens, mais le symbole des échecs et des compromissions des États arabes, puisque finalement, Israël, c'est un peu le dernier projet colonial, mais qui perdure, lui. Et donc, évidemment, il est né au moment des indépendances. Donc, évidemment, les leaders nationalistes, comme Nasser, par exemple, ou d'autres, ont tenté de faire la guerre à Israël au nom de la défense des Palestiniens, et ils ont perdu assez lamentablement, et donc ils se sont désintéressés, ont désinvesti la cause palestinienne, sauf quand il s'agissait d'excuser leurs propres échecs, hein, donc de rejeter la faute sur Israël pour à peu près toutes les frustrations de leur population. Mais là encore, on pourra revenir là-dessus dans la période de questions, mais je pense que vous voyez assez bien comment ce conflit est capté, et sur lequel capitalisent la plupart des acteurs violents, des acteurs contestataires violents de la région. Et le troisième cercle concentrique, c'est au niveau international. Donc on a l'échelon national, l'échelon régional et l'échelon international, dans lequel, là encore, le Moyen-Orient sert de champ de bataille géopolitique pour les grandes puissances. Hein. Donc pendant la guerre froide, c'était les États-Unis et l'URSS. Ensuite, c'est devenu les États-Unis et la Russie avec leurs alliés régionaux, donc Israël, l'Arabie Saoudite, l'Iran. Et là-dedans, l'intérêt des populations sert de variable d'ajustement. C'est-à-dire qu'elle varie toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens où c'est pas en leur faveur. Donc évidemment, il suffit de comment dire,
pour avoir si on veut zoomer, pour avoir un exemple plus précis de cette espèce de champ de bataille géopolitique, il suffit de voir le Liban, hein, qui a été investi par une multitude d'acteurs étrangers pour leur propre bénéfice, donc de gains politiques, au détriment des Libanais eux-mêmes qui demandaient rien à personne, hein. Finalement, le Liban au début, c'était un peu la petite Suisse du Moyen-Orient. Ça se passait bien, quoi. C'était développé. Il y avait une société civile forte. C'est d'ailleurs une des rares démocraties, hein, brinque-ballante, mais quand même, de la région, mais donc dans lequel s'est investi d'un côté les Iraniens, de l'autre les Israéliens, et les Américains, tout le monde, quoi. Donc voilà, ça c'est pour ça que je dis que c'est politique, c'est parce que là on a des causes structurelles qui font émerger de la violence, on a des causes de frustration immenses. Il y a un géopolitologue qui, là c'est brossé à grands traits, mais qui définit un petit peu une géopolitique des émotions dans laquelle donc l'Occident serait dans la peur, hein, la peur du déclin. Les pays émergents seraient dans l'espoir et le Moyen-Orient et d'autres régions du monde seraient dans l'humiliation. L'humiliation serait l'affect le plus représentatif donc de cette région. Donc là, évidemment, c'est un peu caricatural, mais ça dit des choses quand même très importantes, hein. On est dans des populations qui sont dominées de multiples manières et la domination crée de la violence, hein. Donc voilà. Maintenant, de manière plus précise, je voudrais revenir sur un peu l'histoire de l'islam politique violent, donc ce qu'on appelle le djihadisme. Je le décrirai en 5 étapes, hein. Ça fait compliqué comme ça, mais pas besoin de tout mémoriser, mais vous allez voir qu'il y a une suite logique. Au début, donc, on était dans une logique étatiste, hein. C'était donc la révolution iranienne dans laquelle donc un projet d'islam politique est réussi à capter des institutions étatiques. Et d'ailleurs, on s'interroge toujours pourquoi il y a des terroristes dans tel ou tel pays. L'Arabie Saoudite, c'est un des pays les plus forts, une de ses plus grandes exportations, à part le pétrole, c'est les djihadistes. Tandis que l'Iran, qui est la dernière fois que vous avez entendu parler d'un terroriste iranien, c'était dans les années 80, à l'époque quand l'Iran était encore dans une logique d'exportation de sa révolution. Mais depuis, il n'y en a plus, quoi. Parce que, là encore, les perdants, qui étaient donc le Shah et donc les alliés des Américains, ont perdu, mais n'ont pas été maintenus au pouvoir. Donc on a une autre hégémonie qui s'est mise en place, hein, une hégémonie qui est loin d'être sympathique, hein. Les ayatollahs, c'est un projet contre-hégémonique, mais c'est pas parce qu'on est contre une hégémonie qu'on va faire mieux. Mais par contre, on fait local, et c'est ça qui est important. L'islam politique, c'est le dernier avatar des idéologies révolutionnaires, hein, après l'échec du réveil arabe à la fin du 19e siècle, après l'échec du nationalisme. Finalement, c'est la dernière idéologie en date qui permet de donner du sens, une grille de lecture, une identité à des populations qui sans ça donc vivent sous de multiples dominations. Et donc voilà, et en plus, contrairement aux deux précédentes idéologies, donc le nationalisme et les Lumières, si vous voulez, du 19e siècle, c'est une idéologie qui est endogène, elle ne vient pas de l'extérieur, elle ne vient pas de l'Occident, donc évidemment ça a une valeur mobilisatrice extrêmement forte. Donc c'est ce qui s'est passé en Iran, donc de cette première phase de l'islam politique. Ensuite, on a eu une phase, disons, plutôt nationaliste, hein, qui peut se représenter assez bien par les Moudjahidines et leur allié Al-Qaïda qui venait d'être créé donc à la fin des années 80, mais aussi le FIS en Algérie. Donc on était là encore dans une logique d'arriver au pouvoir, mais qui a échoué. Après l'échec de cette stratégie donc de conquête du pouvoir étatique, on est passé, le djihadisme est passé dans une phase internationaliste, hein, puisque donc l'objectif
primaire d'Al-Qaïda, il suffit de lire la déclaration de djihad, etc. C'est le renversement des régimes impies. Quand vous lisez la déclaration de djihad, c'est du tiers-mondisme avec de l'islam dedans, quoi. C'est une critique au vitriol du régime saoudien, avec un certain nombre d'arguments qui sont qu'on ne peut pas écarter du revers de la main. Donc le zénith évidemment de cette stratégie internationaliste, ça a été le 11 septembre, hein, donc le plus gros coup d'Al-Qaïda, mais ça a marqué aussi son échec avec donc c'était dévastateur pour l'organisation, donc qui s'est fait véritablement laminer en Afghanistan. Mais ça a ouvert la voie à la quatrième phase, donc transnationaliste, dans lequel donc Al-Qaïda s'est recomposé localement, donc Al-Qaïda dans la péninsule arabique, au Maghreb islamique, en Irak, ce qui va donner plus tard l'État islamique. Mais donc on a un espèce de mix entre international et national, donc c'est pour ça que je dis transnational. On est dans une logique là encore où on traverse les frontières, mais on est ancré dans des conflits locaux qui eux ont des logiques beaucoup moins millénaristes, beaucoup moins ambitieuses, hein. Si on prend par exemple un certain nombre d'insurrections en Afrique qui se sont ensuite ralliées à Al-Qaïda puis à l'État islamique, ce sont des logiques tout à fait locales qui n'ont pas grand-chose à voir avec le califat mondial, objectivement. Et donc, on arrive à la dernière phase qui, à nouveau, la boucle est bouclée, on arrive à nouveau dans une phase étatiste avec l'organisation de l'État islamique, qui, donc, là où Al-Qaïda vendait du rêve à l'horizon, l'État islamique, lui, vend le califat de tous les jours, quoi. Il est là, chaque jour qui passe montre que les frontières coloniales, donc la frontière entre la Syrie et le Liban, donc la ligne Sykes-Picot a été bulldozérisée, donc c'est pour montrer qu'on est dans qu'on efface en fait les stigmates de l'histoire coloniale. Et donc chaque jour qui passe montre en fait cette victoire du projet contre-hégémonique. Donc voilà. Maintenant plus précisément, je voudrais revenir sur pourquoi le djihadisme est devenu si pertinent et si populaire pour un certain nombre de personnes. C'est parce qu'en fait c'est une offre politique qui correspond à une demande. Donc là encore on est dans le politique si on veut. Quand on cherche à expliquer les causes du terrorisme, donc il y a eu d'abord toutes les explications individuelles, hein, donc bon les explications psychologisantes, celles-là sont à peu près écartées, hein, puisque finalement le plus grand point commun des terroristes, c'est que finalement ils sont assez banals et normaux et c'est pas des psychopathes, etc. Ils sont pas fous. C'est pas non plus qu'une question de pauvreté, ou puisque c'est pas dans les régions les plus pauvres du monde qu'on a le plus de terrorisme, mais par contre on a toujours de la violence. Mais par contre, c'est là où il y a beaucoup de frustration, et des frustrations politiques. C'est pour ça qu'il y a du vrai quand on dit les discriminations, etc., posent les ségrégations, le racisme favorise le terrorisme. Oui, c'est vrai, mais les vraies racines ne sont pas des racines socio-économiques, ce sont des racines politiques, ce sont des racines qui plongent dans tout ce que je viens de dire, dans tout ce que Rachad a dit. On est dans du politique. Et c'est ça le problème, c'est tant qu'on ne reconnaît pas ça, ça permet de garder sa bonne conscience, de se dire, bah oui, mais ils nous attaquent parce qu'ils n'aiment pas... parce que c'est des radicaux qui veulent voiler les femmes et qui détestent la liberté et qui sont... ou alors c'est juste que c'est des pauvres et donc il suffit qu'ils s'enrichissent. Mais non. C'est pas que la pauvreté, c'est pas que la barbarie. Non, c'est du politique. Il y a un projet politique qui est contradictoire. Et finalement, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? Mais ça dépasse bien le djihadisme. Hein. Quel est le projet politique? Quels sont aujourd'hui les projets politiques qui mobilisent les gens? Ce sont des projets qui sont plus radicaux. Donc il y a le djihadisme, mais ça se voit beaucoup en Europe et aux États-Unis. C'est beaucoup à l'extrême droite, voire un petit peu à l'extrême gauche. Pourquoi? Parce que ce sont les seuls qui parlent de politique.
Pourquoi ? Parce que les partis de gouvernement qui vendent de l'alternance, en réalité, on a de la droite complexée face à de la droite décomplexée, en réalité. On l'a vu en France, hein, en fait, où en réalité les vrais projets de gauche sont complètement écartés du pouvoir, d'une possibilité réelle d'arriver au pouvoir. Et donc on a du Hollande qui en fait fait d'un point de vue, même à tous les points de vue, économique, sécuritaire, tout fait pratiquement un programme qu'aurait pu faire un Sarkozy plus soft, quoi. Mais donc finalement, s'il n'y a pas d'alternance, l'alternance se radicalise. Enfin, l'option alternative se radicalise. Donc l'État islamique vend ça avec en plus la dimension identitaire qui permet donc de... Puisqu'en gros, on dit aux musulmans français que la laïcité, c'est juste d'être invisible, il y en a qui se disent « Ouais, mais moi, j'ai rien contre la laïcité, mais j'aimerais bien être visible. Enfin, j'aimerais ne pas avoir à me cacher. » Et l'État islamique dit « Chez nous, vous pourrez vivre votre identité musulmane à fond, quoi. » Et il y a des familles qui y vont, il y a un certain nombre de femmes, il y a des gens qui viennent là pour ça, quoi. Pour aussi aider leurs frères, entre guillemets, syriens, qui sont massacrés par Bachar, alors qu'on ne les aide pas. Enfin, c'est assez fascinant. Un des arguments les plus forts du djihadisme, c'est de dire l'Occident, c'est des hypocrites. En réalité, ils sont anti-musulmans. Donc ça fait partie des simplismes et des sophismes qu'a dénoncé à juste titre Rachad. Mais le problème, c'est que quand vous hésitez pendant des mois sur est-ce qu'on va frapper ou pas Bachar, et par contre, dès le moment où il y a où l'État islamique arrive, on envoie les bombes. Mais enfin, comment voulez-vous contrer ce discours-là sur l'hypocrisie ? Les faits donnent l'apparent. Pour peu que vous ayez un peu d'esprit critique, vous dites bah oui, effectivement, là pour le coup, ils ont raison. C'est comme l'autre argument qui est de dire en fait, en réalité, on pourra jamais arriver au pouvoir par les urnes parce qu'on va toujours se faire renverser. Il y a eu l'exemple algérien, on a vu ce que ça a donné, 200 000 morts. Et l'exemple égyptien, c'était exactement la même chose. Quand, alors là, les Américains ont été assez malins, puisqu'ils ont laissé quand même Morsi, donc islamiste, disons de droite modérée, quoi, arriver au pouvoir sans le renverser. Mais par contre, une fois qu'il s'est fait contre-renverser, on l'a soutenu, et puis la France est très contente de lui vendre ses rafales. Il faut dire que personne d'autre en veut. Mais Sisi ne va pas les utiliser... Enfin, il va les utiliser pour bombarder des gens, hein, sa population, c'est-à-dire. Donc voilà, c'est ça le problème. Donc je pense avoir montré donc tous les enjeux politiques qui sont au cœur de ces problèmes, au-delà des questions circonstancielles. Donc évidemment, une guerre civile qui pourrit en Syrie, une politique complètement communautariste en Irak, qui est d'ailleurs le fruit de l'intervention américaine. S'il n'y avait pas eu d'intervention américaine en 2003, ça n'existerait pas, l'État islamique. Mais donc voilà, on est face, là encore pour résumer, je me répète, mais c'est parce qu'en fait j'ai l'impression que on l'entend pas. Là encore, c'est pas pour distribuer les bons points et les mauvais points, pour dire que c'est de la faute des Occidentaux qui sont racistes. Non, mais par contre, c'est une question politique. Il y a des projets politiques qui s'affrontent, et si on ne prend pas en compte véritablement les griefs qui sont à l'origine de ces idéologies politiques, on aura d'autres tragédies, comme il y a eu vendredi dernier. Si on se drape dans la vertu et dans l'autosuffisance, mais ça continuera en fait, parce que il y a un discours politique derrière, évidemment, la barbarie qui peut choquer, mais il ne faut pas s'arrêter là. Faut voir dans quoi ça s'enracine, et ça permet aussi de se poser des questions sur notre propre démocratie. Hein. Finalement, je parlais de vraie fausse alternance. C'est ça. Voilà un projet qui propose une alternance, il serait peut-être temps de construire une vraie alternance qui a un visage un peu plus riant que les décapitations. Donc voilà, je vais m'arrêter là-dessus, puis on est ouvert que toutes les questions viennent.
Voilà, alors la période de questions est à vous. Si ça ne vient pas, je m'en prends une d'emblée. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'aimerais vous entendre l'un ou l'autre. Vous choisissez si la question vous interpelle. C'est est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité au-delà du soutien occidental aux dictatures du monde arabe ou à cette nouvelle alliée de circonstances qu'est la Syrie, là, dans le contexte où finalement la France était peut-être le seul pays là, qui voulait déloger Bachar el-Assad, et là elle bascule dans finalement on est prêt à devenir un allié de circonstances avec Bachar el-Assad pour éliminer le groupe armé État islamique. Donc, au-delà de cette responsabilité et de cette complaisance des pays de l'OTAN, puis même de l'ONU, est-ce qu'il n'y a pas aussi une responsabilité des dictatures du monde arabe, l'Égypte, la Tunisie, la Syrie, qui, vous l'avez évoqué, M. Antonius, tout à l'heure, sur le plan du développement, ont failli, sur le plan de la répartition des richesses, ont failli, sur le plan de l'autoritarisme, ont réprimé particulièrement les mouvances islamistes qui, après ça, sont devenus les principaux courants alternatifs si vous n'êtes pas satisfait de la dictature, regardez c'est qui la principale mouvance réprimée, c'est la mouvance islamiste. Et donc, elle devient un peu la victime et donc, naturellement, le courant qui représenterait l'alternance naturelle. Et est-ce que c'est pas donc une erreur grave que d'avoir renversé, par exemple, Mohamed Morsi en Égypte, et plutôt que de l'avoir laissé se planter au pouvoir? Est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de ces régimes-là, là, d'avoir, par la corruption, le maintien du sous-développement et la répression, favorisé l'émergence de cette mouvance-là? Oui, il marche. Oui, moi j'ai une vision assez différente de ça. C'est sûr que le régime actuel en Égypte est assez répressif et devient de plus en plus antidémocratique. Et au départ, c'est un régime militaire. Mais l'image rose que vous avez de Morsi ne tient pas la route. Morsi a été élu avec une grosse question d'interrogation sur la validité de cette élection. Il a été élu par quelques pourcentages, 1 point quelques pourcentages de différence, et 2 millions de faux bulletins attrapés et reconnus comme faux bulletins par la commission électorale. Mais supposons qu'il a été élu comme il faut. Dès qu'il est arrivé au pouvoir, Morsi, il a changé le décret par lequel lui-même avait été nommé, et il s'est accordé des pouvoirs plus grands que ce que Moubarak avait, en mettant toutes ces décisions passées et futures au-delà de la critique de la Haute Cour constitutionnelle en Égypte. Ces milices ont fait de la violence, ont tué des manifestants qui manifestaient pacifiquement contre ces politiques. Il a eu un discours extrêmement violent envers les chiites, par exemple, la mouvance autour de lui, et il y a un fameux rallye au stade du Caire 2 semaines avant son renversement, dans lequel Morsi s'était associé aux salafistes et aux djihadistes les plus durs pour mobiliser la population pour aller se battre en Syrie avec la révolution, mais avec un discours non pas politique, mais sectaire. C'est-à-dire, les discours disaient il faut aller se battre en Syrie parce que Bachar el-Assad est un mécréant et les chiites sont des salauds, il faut les tuer. Et 4 jours plus tard, il y a eu une foule de 2000 personnes qui est allée dans le seul centre chiite au Caire et ils ont tué à coups de pied le imam de ce centre-là. Alors, Morsi, en plus, avait une vision de l'État égyptien, non pas comme un État, mais comme une province de l'Empire islamique. Et je pense que c'est pour ça que les Égyptiens ont refusé. Et avant que l'armée le renverse, il y a eu quand même plusieurs millions de personnes, beaucoup plus que ceux qui ont demandé le renversement de Moubarak. Les gens disent 33 millions. Non, c'est plus de 17 à 18 millions de personnes. Quand même, c'est énorme, qui sont descendus dans la rue pour demander le départ de Morsi. Alors, ceci ne veut pas dire que le gouvernement actuel est démocratique, là. C'est pas ça que je veux dire. Je pense qu'il est de plus en plus répressif.
et je le dénonce. Mais Morsi n'était pas mieux. Avec la différence que Morsi avait une vision de ce qu'est l'identité de l'Égypte qui était refusée par la majorité des Égyptiens parce qu'elle était inscrite dans une vision sectaire. Voilà, je m'arrête là, mais... Mais je pense que cette réponse n'est pas contradictoire avec la question. Mais je pense d'ailleurs que en fait, c'est la réponse qui était contenue dans la question est tout à fait valable. Et tout ça sans absolument dédouaner Morsi. Mais il ne faut pas oublier que Sisi, c'est bien pire que ce qu'a fait Morsi. Hein. La répression est d'une violence assez rare. Effectivement, le pari, en réalité... Comme l'a rappelé Rachad, après les révolutions, il y a des contre-révolutions, il y a énormément de violence, il y a de la radicalisation. Mais l'important, c'est que les vaincus ne reviennent pas au pouvoir. Et effectivement, laisser Morsi se planter aurait été un des meilleurs scénarios possibles pour l'Égypte, en fait, avec un maintien des élections. Ça aurait été... le meilleur scénario. Enfin, le meilleur scénario aurait été qu'il n'y ait pas de dérive autoritaire de Morsi, mais étant donné à l'été 2013, avant qu'il se fasse renverser, effectivement, ça aurait été le meilleur scénario, parce que en fait, c'est une... Et là, je reviens sur la question donc de l'implication des puissances étrangères. Les dictateurs imberbes vendent du rempart contre l'islamisme à chaque fois qu'ils rencontrent leurs homologues occidentaux. Mais tout ça, c'est de la tartufferie, puisqu'en réalité, ils contribuent à les créer en appliquant leur politique autoritaire. Et en fait, plus on soutient des dictateurs imberbes, plus la probabilité qu'on se retrouve avec un dictateur barbu est grande. Et plus on attend, plus il sera saignant. Non, mais c'est vrai. Regardez l'État islamique. Comparé à Al-Qaïda, maintenant on regrette presque Al-Qaïda, hein, parce qu'effectivement, l'État islamique, vis-à-vis des chiites, c'est tout un programme. Quand on est chiite, c'est à peine mieux que d'être juif, quoi, ou français, quoi. Ouais, effectivement, c'est saignant, et peut-être que l'intervention égyptienne sous Morsi en Syrie aurait peut-être causé moins de problèmes, mais là, c'est de la spéculation. Mais pour revenir à l'argument fondamental, c'est que oui, plus on empêche les vraies forces sociales de s'exprimer et d'être représentées dans le pouvoir politique, plus on se retrouve avec des problèmes. Et ça va jusqu'à la question des migrants, là, que j'ai pas eu le temps de traiter. On nous dit, oui, maintenant qu'on a renversé Kadhafi, on a plein de migrants, c'était quand même pas si mal Kadhafi pour ça. Donc au-delà de l'argument, je ne vais pas rentrer dans des questions éthiques, hein, mais là encore, c'est de la fumisterie, puisque en réalité, Kadhafi monnayait son contrôle de l'immigration. Et quelques années, je pense en 2008, hein, il demandait quelques milliards à l'Italie en échange d'un contrôle des frontières à la Kadhafi, quoi. C'est-à-dire, c'était pas les scanners corporels, quoi. Donc non, c'était... Là encore, on se berce d'illusions quand on croit que soutenir des dictateurs imberbes, c'est mieux que d'avoir les barbus. Parce que la réalité, c'est que, là encore, si on reprend l'exemple iranien ou turc, ou d'autres, on peut aller chercher ailleurs en Afrique, c'est que quand l'islam politique arrive au pouvoir, déjà, le spectre de ce qu'on peut obtenir est très vaste, mais que plus on attend, plus le spectre se décale... dans des pratiques du pouvoir violentes et radicales. Donc effectivement, faire le pari de laisser l'islam politique arriver au pouvoir, se planter et voir ce qui se passe ensuite, effectivement, c'est un pari qui comporte moins de risques. Oui, les puissances coloniales pensent exactement comme ça, mais la plupart des Égyptiens ne pensent pas comme ça aujourd'hui. Ils auraient pu à l'élection d'après l'exprimer, ils auraient quand même voté à 50% au Parlement. Beaucoup de collègues égyptiens me disent il était minimum 5, parce qu'il était en train de mettre des changements structurels. Écoutez, je vais vous parler, puisque vous soulevez ça. La constitution égyptienne, elle a été discutée pendant assez longtemps par un comité de 50 personnes assez vaste, qui regroupait toutes les forces politiques. Après, ils se sont rendus compte que tous les gens qui n'étaient pas des islamistes n'avaient pas leur mot à dire. Ils avaient réussi quand même dans la Constitution à garder la charia, la loi islamique, comme principe fondamental, c'était l'article 2, que la charia est la source principale de législation en Égypte. Mais les juges utilisaient ça de façon très large. Une semaine avant le vote,
les salafistes introduisent l'article 219 de la Constitution en Égypte, que vous ne connaissez probablement pas, qui donne dans les détails comment interpréter cette notion de la charia et qui boucle complètement l'application de la loi en Égypte pour empêcher qu'il y ait une lecture un tant soit peu libérale de la question. Et c'est sur ça qu'a eu lieu le vote, sans discussion de cet article-là. Et parallèlement, Morsi passe un décret où il abaisse l'âge des juges de 60 à 65 ans, l'âge de retraite, pour éliminer tous les juges qui étaient plutôt libéraux et mettre à la place les jeunes juges qu'il allait nommer, qui étaient des islamistes. Alors, juste pour vous rappeler là-dessus, parce que vous pensez avoir une très bonne idée de lui, mais Morsi, une des choses qu'il avait faites le mois avant cette décision, il a nommé comme gouverneur de Luxor. Alors, je vous rappelle que Luxor, c'est la zone touristique. Il a nommé gouverneur de Luxor un djihadiste qui avait participé lui-même directement à la tuerie de 68 touristes à Luxor dans les années 90. Il l'avait gracié et nommé gouverneur de cette zone touristique. Évidemment, tout le monde s'est soulevé, il a dû renverser sa décision. Mais c'est pour vous dire que les gens pensaient que Morsi était dans une opération de bouclage du système complète. Et là, les gens se sont dit, on préfère une dictature contre laquelle on peut lutter parce que idéologiquement, on n'a pas de problème, qu'un système qui va changer l'identité même de l'Égypte. Je n'aime pas Sisi, je ne suis pas en train de dire qu'il fait du bon travail. Je pense qu'il faut dénoncer très vertement la dérive autoritaire en Égypte. Mais je ne pense pas que Morsi aurait été mieux, ça aurait été pire. Et je ne pense pas non plus que les puissances occidentales en général ont appuyé les dictatures en Berbe. C'est au contraire, ils ont tout fait pour les miner et pour amener les islamistes au pouvoir. Historiquement, c'est documenté, c'est très bien documenté. Là. Je ne vais pas revenir là-dessus. Bon, merci pour votre vraiment explication. Moi, je suis d'origine syrienne. Donc, juste une question pour... est-ce qu'on peut se débarrasser de Daesh ou de l'État islamique sans se débarrasser de vraiment le régime qui a vraiment appuyé Daesh? Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais moi, je suis syrien. J'ai un contact toujours avec les personnes sur le terrain. Et moi, je suis d'Alep, c'est une grande ville industrielle au nord de la Syrie. Pendant 2 ans, le régime il a vraiment bombardé Alep. Maintenant, c'est 70% de ville, il est vraiment à terre. Tandis que le Raqqa, c'est une ville encore qui est maintenant le capital de l'État islamique. Il n'a jamais touché pendant 2 ans. Bon, le régime, il a dit maintenant, on a le même intérêt de... tous les deux, ils sont en train de faire la guerre avec l'armée libre ou le Nusra. Mais finalement, pourquoi on essaye maintenant de se débarrasser de Daesh? Tout le monde sont d'accord, mais l'origine qui a vraiment fondé ça, il est toujours sur terrain. Donc, est-ce qu'on peut se débarrasser vraiment de Daesh avec le bombardement aérien? Ou il faut faire vraiment faire l'intervention terrain sur la capitale Damas juste pour se débarrasser de régime? Oui, c'est ça, on n'a jamais gagné de guerre juste en bombardant. Il faut des gens sur le terrain, mais c'est d'ailleurs ce que... C'est un peu ça la stratégie, enfin si on peut parler de stratégie, parce qu'on navigue beaucoup à vue, hein, mais c'est... les Américains, enfin la coalition bombarde, et puis c'est l'armée syrienne libre, et puis les Kurdes et autres qui doivent faire le boulot sur le terrain. Mais effectivement, j'ai du mal à voir comment on pourrait faire une sortie de crise avec Assad au pouvoir, Voilà, mais plus ça dure, plus il y a des chances de rester, quoi. Plus l'ennemi public numéro 1 reste l'État islamique, plus le régime ressortira légitime, et ses soutiens iraniens et russes aussi. Parce que effectivement, pendant que la coalition bombarde l'État islamique, les Russes, eux, bombardent l'armée syrienne libre, enfin ce qu'il en reste. Donc le problème, c'est que en fait, plus cette tierce partie se réduit, plus on est forcé dans l'alternative
Assad ou État islamique. Et dans ce cas-là, c'est Assad qui va gagner. Mais en fait, il va gagner un champ de ruines et de la guerre qui continue. Donc oui, je peux pas, je peux pas imaginer de résolution de conflit. Alors peut-être ce sera quelqu'un du cercle d'Assad qui arrivera au pouvoir et qui promettra quelque chose de plus inclusif. Mais Assad lui-même est trop clivant, quoi. Ça fait 1 an et demi presque, la coalition, ils sont en train de frapper Daesh, mais il n'y a pas de résultat. C'est l'inverse maintenant, ils ont fait 3 attentats. Ouais. Mais il y a des allers-retours quand même, hein. Ils perdent du terrain, ils en regagnent, enfin ça varie. Hein. Mais leur stratégie justement d'attentat à l'extérieur, ça fait partie de... c'est peut-être aussi un signe que Enfin ouais, non, c'est ça, ils attaquent tous azimuts, mais sur le terrain lui-même, ça varie, quoi. Il y a des reculs. Ouais. Non, vous avez tout à fait raison. Assad a joué ce rôle. Il a instrumentalisé lui aussi les islamistes pour se légitimer. Et donc, il n'est pas du tout propre là-dedans. Ceci dit, la situation, je ne pense pas qu'on peut la voir uniquement en termes locaux, la situation syrienne. C'est vraiment ce qui se joue, c'est un système unipolaire versus système multipolaire qui se joue là-dedans. C'est-à-dire que les enjeux sont 10 fois plus grands que les intérêts des forces politiques locales, et que ce soit Daesh ou Assad, je pense que les visions et les intérêts des deux comptent très peu dans les calculs qui sont faits au niveau international. Oui, c'est ça. Et finalement, puisque l'alternative Assad ou Baghdadi ne plaît à personne, la réalité, c'est qu'en fait, tout le monde mise sur le pourrissement et sur gagner du temps. Mais c'est une stratégie qui a déjà été éprouvée dans la région. Hein. C'est comme, la stratégie d'Israël, typiquement, dans des termes complètement différents, mais est de gagner du temps et de les politiques du fait accompli. Là, c'est pareil. Puisqu'on a envie que personne gagne, on fait en sorte un coup aider l'un, un coup aider l'autre. C'est ce que fait la Turquie, parce que la Turquie déteste plus les Kurdes que l'État islamique. Ce que fait l'Arabie Saoudite, parce que ça permet de contrer l'Iran. L'Iran, au contraire, essaye de ne pas perdre son allié. Enfin, et là encore, les Américains jouent un rôle trouble. Donc, en fait, finalement, le pourrissement de la situation est finalement peut-être l'intérêt convergent de tous les acteurs. Donc, ce qui, malheureusement, pour le peuple syrien, se paye en sang tous les jours. Et irakien, évidemment, mais... Bonjour. Je veux vraiment dire que le monde arabe vit dans une situation de blocage qui vient, à vrai dire, dans l'ancien temps. On commence à partir... donc c'est une crise de légitimité qu'elle a commencé à partir du moment de Ottoman, de l'époque ottomane. Mais parce qu'à l'avance, on avait la légitimité qui est revenue à 2 institutions, l'institution tribale et l'institution religieuse. Donc c'était non-sujet. Après ça, quand le monde arabe a entré dans une situation, comment on peut construire un État moderne, on a rentré dans une autre phase de comment on peut donner une légitimité pour cet État. Et c'est ici qu'on a rentré dans une autre situation. Et on a commencé à chercher des nouveaux courants, et cet État qu'elle ne peut pas être vraiment légitime, parce que c'est un État moderne. Dans cette situation, je pose la question, à quel point les courants laïques, après la constitution de cet État moderne, ils ont joué un rôle dans la situation qu'on est en train de vivre maintenant. Donc, ils étaient toujours des courants impuissants. Et est-ce qu'ils ont une chance maintenant d'avoir vraiment un pouvoir après tout ce qui se passe et après cette scène? Donc... brièvement, parce que... visiblement, c'est votre sujet, donc là, je pourrais pas
pas dire grand-chose de pertinent. Non, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé en Tunisie, par contre, sur le coup, sur la société civile. D'ailleurs, un petit aparté sur, effectivement, l'Égypte. En fait, les manifestants se sont fait cocufier par à la fois Morsi et par Sisi, en fait. Ils ont perdu à chaque fois, en réalité, à chaque fois par des dérives autoritaires. Donc, en réalité, c'est la société qui a perdu dans les deux cas. Par contre, en Tunisie, on voit quelque chose de différent, qui est certainement lié à l'absence d'intérêt géopolitique et économique, ou à un moindre intérêt. Et là, par contre, c'est porteur d'espoir. On le voit aussi en Turquie, même s'il y a eu une dérive autoritaire ces dernières années, quand même, pendant une dizaine d'années, c'était pas si mal, quoi. Il y avait une sorte d'équilibre de la terreur entre Erdogan et l'armée. Et en Tunisie, on voyait quand même quand on voit des débats, on a vu des débats à la télé avec, d'un côté, un salafiste barbu, tout ce que vous voulez, et puis de l'autre, une réalisatrice. Elle aurait pu être à Saint-Germain-des-Prés. C'est assez fascinant ce qui se passe en Tunisie. Et là-dessus, effectivement, c'est renforcer la société civile, évidemment, c'est un des facteurs les plus importants pour faire en sorte qu'il y ait des révoltes qui marchent et qui ne soient pas capturées par, évidemment, ceux qui cherchent le pouvoir avant tout. Et vous voyez que les peuples arabes, ils peuvent accepter maintenant les courants laïques, parce qu'en avant, les peuples arabes n'acceptent pas les courants laïques, ils les voient comme des mécréants. Est-ce que cette crise-là, elle peut donner un peu de légitimité pour ces courants? Et par exemple, Hicham Charabi, dans le livre de Système patriarcal, il parle d'une lecture, c'était en 1995, et il parle de lecture, il voit que les systèmes politiques dans le monde arabe, ils vont passer par ce chemin-là, et que les islamistes, ils vont avoir le pouvoir, et qu'après ça, ils vont venir des courants laïcs qui ils vont trouver une chance. Est-ce que cette lecture, elle peut être vraiment réalisée dans ce monde, ou bien c'est bien... Je pense en fait qu'il est important surtout de ne pas le voir comme de manière téléologique, hein, c'est-à-dire il y a une finalité, nous on sera en avance, c'est-à-dire les Nord-Américains, Européens, on sera en avance et que donc les autres ont un retard à combler, ils ont des retards en féminisme, en laïcisme, etc. Je pense surtout que le plus important, c'est d'arrêter de dire aux autres comment ils devraient vivre. Puisque en fait laïcité c'est devenu un gros mot en arabe parce que c'est parce qu'on mettait tellement d'injonctions aux populations de le devenir que ça crée de la réaction. Donc je pense surtout que c'est des débats qui sont internes aux sociétés. On a vu pendant le printemps arabe à quel point c'était pas ce sont des questions de dignité, de représentation politique. Je ne parle même pas de démocratie, là, je parle de pluralisme, de simplement que les courants de la société s'expriment, qu'il y ait quand même du développement, c'est-à-dire le développement, il y a un côté économique, mais il y a un côté... il y a plein d'autres aspects dans le développement d'une société. Ça, on l'a vu pendant le printemps arabe que c'était pas une question... c'est pas la religion qui fait que les gens se révoltent, quoi. Et ces débats, ils existent. Hein. Le féminisme islamique, c'est quelque chose qui existe depuis bien longtemps. Hein. Donc je pense que c'est ça. Faut surtout laisser les sociétés évoluer et éviter qu'une idéologie autoritaire, quelle qu'elle soit, empêche ces débats. On va peut-être prendre une dernière question compte tenu du temps qui file et des cours qui reprendront sous peu. Bonjour. Depuis en septembre, la guerre contre le terrorisme a été appelée par Bush. Depuis 10 ans, on utilise la force militaire pour combattre la montée du terrorisme. Puis ça l'a mené à la mort d'Osama Ben Laden 10 ans après, mais le mouvement est toujours pas mort. On a la montée d'un nouveau groupe, l'État islamique, Boko Haram en Afrique. Est-ce que vous pensez que bombarder et continuer l'attaque militaire pour combattre cette idéologie est la bonne solution pour l'éradiquer une fois pour toutes? Comme il découle un petit peu de ma présentation qu'une disqualification de l'option militaire d'une manière générale... En fait, le problème, c'est que, évidemment,
quand il y a des ennemis qui menacent concrètement quelqu'un, enfin une société, celle-ci peut utiliser la force pour se protéger, sauf que le problème c'est que ça devrait être le dernier maillon de la chaîne. On ne peut pas reprocher aux services de sécurité qui sont débordés, aux renseignements et tout ça, qui doivent... le renseignement, c'est un gardien de but, quoi, mais s'il se prend un but, c'est parce que la défense, elle était où, les milieux de terrain, ils étaient où, enfin, il y a toute une équipe qui doit être là, et aux avant-postes de la réponse, évidemment, donc la question politique. Et j'avais une idée pour répondre, mais... La voie militaire, est-ce que c'est vraiment la bonne voie pour... non, mais c'est ça, oui. Donc là, oui, la solution militaire répond pas à tous les enjeux politiques que j'ai soulevés tout à l'heure. Ouais. Moi non plus, je ne pense pas que la solution militaire est la bonne. Je pense qu'elle va faire plus de violence, plus de sentiments de victimisation, plus d'humiliation. Et je pense que la bataille, elle doit se faire au niveau idéologique d'abord, mais surtout au niveau des grands enjeux politiques. Je veux dire, on veut lutter contre Daesh, mais on appuie le parrain de Daesh, qui est l'Arabie Saoudite. Alors, tant qu'il y a cet État qui joue ce rôle, on ne va pas pouvoir combattre ces idéologies. Donc, je pense que la bataille doit se faire à un niveau géopolitique, elle doit se faire au niveau culturel local aussi. Ah oui, et puis aussi, même sans parler de bons sentiments et d'éthique, le djihadisme de l'organisation de l'État islamique, c'est une idéologie, c'est un État, en fait, on pourrait... un État, c'est un territoire, une population et la reconnaissance des autres. Bon, il n'a pas la reconnaissance, mais le reste, il l'a plutôt. Ils viennent de frapper leur propre monnaie, le dinar or. C'est une idéologie révolutionnaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Il suffit à ce moment-là de regarder dans l'histoire qu'est-ce qui se passe face à une idéologie révolutionnaire qui prend le pouvoir. La Révolution française, ça vient de là le mot terrorisme. Donc on sait, les révolutions, ça crée de la violence, ça crée de la radicalisation. Donc, comment on peut aussi parler de la révolution bolchevique, qui sont deux exemples historiques qui sont assez intéressants sur la manière dont on peut réagir à une idéologie révolutionnaire qui prend le pouvoir, ou même à l'Iran. Plus on en fait l'ennemi public numéro un, plus ça renforce son prestige et sa crédibilité. Ils disent, vous voyez, nous on défend les musulmans contre les occidentaux qui veulent faire du mal aux musulmans. Puis qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bombardements sur quoi ? Des musulmans. Évidemment, ils sont hypocrites, parce qu'en fait, la plupart des gens des victimes du terrorisme djihadiste sont des musulmans. Mais dans leur discours, tout ça rentre très bien. Donc ça renforce leur prestige, leur crédibilité, leur grille de lecture du monde, et ça renforce aussi les radicaux à l'intérieur de chez eux. Parce que peut-être que dans l'État islamique, il y a des gens qui voudraient, qui maintenant se disent, faudrait peut-être... il y a peut-être des dissensions internes sur la stratégie politique à mener. Oui, mais quand on est en guerre, c'est les modérés qui prennent le bord à chaque fois. Donc, plus on tape sur un mouvement révolutionnaire, plus ça le renforce en réalité. Et là-dessus, l'expérience historique montre que la stratégie qui est à l'œuvre aujourd'hui marche pas. Au-delà, donc, en plus de toutes les questions sur la nécessité c'est ça, au-delà des questions éthiques, d'un point de vue purement stratégique, c'est pas ce qui va faire disparaître l'organisation. Moi, je crois, j'ajouterai juste très brièvement, je ne pense pas qu'on est en train de leur faire on leur fait la guerre uniquement lorsqu'ils sortent du rôle qu'on leur avait donné. Là, on leur fait la guerre. Mais tant qu'ils ne s'attaquaient pas directement à des cibles occidentales, on les appuyait. On les appuyait en Afghanistan. On les a appuyés, on a continué à appuyer l'Arabie Saoudite, et ainsi de suite. Donc moi je pense qu'il y a une hypocrisie incroyable du côté des Occidentaux là-dessus, et je préfère qu'ils restent loin de ça, y compris avec les bombardements. Et puis les sociétés arabes ont ce qu'il faut pour résoudre leurs propres problèmes. Mais c'est ça, pour rebondir sur la question de tout à l'heure, c'est ça. Je pense qu'il faut leur foutre la paix un peu à toutes ces sociétés en réalité.
je pense que ça c'est un point important, c'est de donner l'importance à tous les facteurs et laisser la responsabilité individuelle de l'individu arabe. Et ça c'est catastrophique parce que il devient quelqu'un qui reçoit juste un objet, oui, c'est ça. Ouais. Et ça bloque la société civile, ça bloque beaucoup de choses. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors oui, une bonne main d'applaudissement. Je voudrais, en votre nom à tous, remercier très chaleureusement nos intervenants d'aujourd'hui, M. Antonius, M. Clément, Jean-Félix Chénier, qui a fait l'animation de cette présentation. Effectivement, il avait été dit d'emblée qu'il s'agissait d'enjeux qui étaient complexes. Et c'est ce que cette présentation a démontré. Je voudrais aussi vous remercier énormément pour votre attention qui a été exemplaire aujourd'hui.